Voilà, merci Fabrice Lhomme d'être sur notre plateau. Vous êtes journaliste d'investigation et vous avez notamment écrit Sarko-Mathieu avec Gérard Davet. Vous avez aussi écrit Le Contrat, Karachi, l'affaire que Sarkozy veut oublier avec Fabrice Arfi aux éditions Stock. Merci Christophe Régnard, vous présidez l'Union syndicale des magistrats. On va évidemment évoquer donc ce rebondissement spectaculaire, cette affaire qui est un peu de la dynamite ce soir à 6 mois de la présidentielle. 2 très proches du président Sarkozy. Un qui est entendu en ce moment, et on va aller à Nanterre tout de suite retrouver Thomas Misraki, Nicolas Bazir, ancien, proche personnel, ami personnel du président, ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur et ancien directeur de campagne d'Édouard Balladur, de la campagne dont Nicolas Sarkozy était porte-parole, et aussi Thierry Gaubert, proche de Nicolas Sarkozy et également proche d'Édouard Balladur à cette époque. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe et parler du juge Van Ruymbeck qui est en charge de cette affaire. Thomas, vous êtes à Nanterre, donc à la Direction nationale des investigations financières. Où est-ce qu'on en est? Nicolas Bazir est entendu. Il y a eu une perquisition tôt ce matin. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, pour l'instant, ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur entre 1993 et 1995, son directeur de campagne pendant la présidentielle de 1995, mais vous l'avez aussi rappelé, c'est important, ami proche de Nicolas Sarkozy, témoin de son mariage notamment avec Carla Bruni en 2008, responsable d'LVMH. Toujours aujourd'hui, eh bien, il a été interpellé tôt ce matin à son domicile parisien, domicile perquisitionné, ainsi que ses bureaux. En fait, les enquêteurs de la Direction nationale de l'investigation financière cherchent à savoir son rôle exact dans le financement de la campagne d'Édouard Balladur en 1995. Autrement dit, c'est le volet financier de l'affaire Karachi. L'autre homme au cœur des débats aujourd'hui, il s'agit de Thierry Gaubert. Lui aussi, c'est un proche de Nicolas Sarkozy, un ami de 30 ans en quelque sorte. Il a travaillé avec lui à la mairie de Neuilly, mais aussi au ministère du Budget. Il a été interpellé lundi, devait être déféré devant le juge Van Ruymbeck aujourd'hui, et là encore, eh bien, les enquêteurs cherchent à savoir cette fois l'étendue et les relations précises qu'il a eues avec un homme d'affaires franco-libanais, Ziad Takedine, avec qui il aurait effectué plusieurs voyages, notamment en Suisse, voyages pendant lesquels, eh bien, l'homme d'affaires aurait effectué des retraits de fonds, de l'argent qu'il aurait remis en liquide ici en France, toujours au milieu des années 90, à Nicolas Bazir. Merci Thomas, donc en direct de Nanterre. Fabrice Lhomme, vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire et en plus vous avez rencontré le juge Van Ruymbeck au printemps et vous en avez parlé dans votre livre Sarko-Mathieu. C'est important parce que entre le juge Van Ruymbeck et Nicolas Sarkozy, il y a une relation, il y a une histoire, une relation tumultueuse, orageuse. Et évidemment, ce soir, on peut se poser la question de savoir si, de la part du juge Van Ruymbeck, c'est un peu un règlement de compte, un épisode de plus dans sa difficile relation avec Nicolas Sarkozy, ou bien concrètement, est-ce qu'il a du biscuit pour aller chercher Nicolas Bazir chez lui des potrons minés? Alors, à mon sens, c'est vrai qu'il y a une hostilité, on va dire, réciproque entre Nicolas Sarkozy et Renaud Van Ruymbeck. Maintenant, le juge Van Ruymbeck est quand même un des magistrats les plus expérimentés et les plus respectés du pays. On imagine mal que sous prétexte qu'il aurait de mauvaises relations avec le président de la République, qu'il inventerait en quelque sorte une affaire que Renaud Van Ruymbeck n'a pris qu'en cours de route. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ce n'est pas lui qui a sorti en quelque sorte l'affaire de Karachi des limbes. Elle a été sortie notamment grâce à des enquêtes journalistiques, dont celle qu'on avait menée avec Fabrice Arfi, et ensuite par un juge antiterroriste, M. Trévidic. C'est le juge Trévidic qui a trouvé des éléments qui laissaient suggérer une piste politique qui pouvait mettre en cause des proches de Nicolas Sarkozy, qui a ensuite, on va dire, a délégué le dossier du point de vue financier, et ce dossier a finalement atterri dans le bureau du juge Van Ruymbeck. Donc c'est pas lui qui a inventé cette affaire. Non, c'est pas lui qui a inventé, mais enfin c'est quand même spectaculaire d'aller, c'est quand même énorme, j'ai envie de dire, c'est le retour des juges cow-boys, d'aller comme ça chez une personnalité importante dès le matin, le perquisitionner, de le mettre en garde à vue, et depuis 2 jours une autre personnalité. On le fait bien dans les mêmes conditions pour des dossiers de stupéfiants, des dossiers de criminalité organisée. Je ne vois pas pourquoi on se priverait d'utiliser les voies qui sont celles du Code de procédure pénale quand ça concerne M. Bazir et les amis du président de la République. Donc je crois que la conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, on a encore une justice qui peut à peu près fonctionner
quand il y a des juges qui font leur travail, notamment les juges d'instruction, parce qu'ils ont un statut qui permet leur indépendance, ce qui n'est pas le cas du parquet. On l'a vu à Nanterre avec M. Courroy notamment. Moi, ce qui me gêne un peu, si vous voulez, c'est que systématiquement, on se pose la question de savoir est-ce qu'il ne ferait pas ça parce que c'est politique. On a eu la même problématique avec Isabelle Prévost-Després. On a dit elle en veut personnellement aux uns et aux autres. C'est juste peut-être parce qu'il y a des juges dans notre pays qui sont des juges indépendants, qui appliquent le code de procédure pénale égal pour tous et qui vont au bout des investigations. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile et comme l'expliquait très bien dans le livre Sarko m'a tué Fabrice Lhomme, il y a des pressions qui s'exercent partout, sur tout le monde et dans tout temps. Et ça n'est pas fini, ni pour Isabelle Prévost-Després, parce qu'il y a toujours en cours une éventuelle procédure disciplinaire, ni pour Renaud Van Ruymbeck, qui quand même a lui été mis en cause à l'époque dans l'affaire Clearstream et qui a une procédure disciplinaire en cours devant le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, justement, vous l'avez eu au téléphone ce matin, vous avez parlé avec le juge Van Ruymbeck? Non, j'ai eu Isabelle Prévost-Després ce matin. Je ne suis pas un intime de Renaud Van Ruymbeck. D'accord. En revanche, vous, quand vous l'avez rencontré, il vous a parlé de cette relation difficile, mais il vous a dit qu'il irait jusqu'au bout malgré les obstacles. Dans Sarko m'a tué, il est très clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il répond sur le fait que, comme par hasard, la procédure disciplinaire qui avait été mise en sommeil depuis des années dans le cadre de l'affaire Clearstream, qui pouvait le viser, a été ranimée au moment même où on lui confiait, fin 2010, le volet financier de l'affaire de Karachi. Donc lui, il est très clair dans le livre. Pour lui, il est évident que ça ne sort pas par hasard, qu'on relance cette procédure, évidemment, pour le gêner. Et d'ailleurs, il explique très bien qu'il a l'habitude, qu'il a passé sa carrière, il a passé sa vie à se confronter au pouvoir. Et je dis au pouvoir au pluriel. Dans l'affaire Boulin à Giscard. Exactement, l'affaire du financement du Parti socialiste. L'affaire Urbain, etc. C'est une constante chez lui. Donc, ce qui d'ailleurs montre que je pense qu'il n'était pas un juge qui est un militant. En revanche, c'est un juge qui a aussi fait des erreurs, puisque dans l'affaire Clearstream, il est arrivé à lancer des commissions rogatoires internationales sur une affaire qui n'a pas abouti, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, alors il se défend là-dessus. Mais... Non, mais je pense qu'il a surtout péché par naïveté. En revanche, dépêcher des commissions rogatoires pour vérifier des informations, je pense que ça, c'était légitime de le faire. Ce qu'on lui a reproché, c'était plutôt d'avoir cru un informateur qui, en fait, n'était peut-être pas aussi fiable. Et j'ajoute un deuxième point concernant M. Van Ruymbeck, à savoir que non seulement on a essayé de le mettre en cause au moment où on lui donnait le volet financier de l'affaire de Karachi, mais il faut savoir aussi qu'auparavant, le parquet de Paris avait refusé d'ouvrir une enquête sur cet aspect financier. Donc on voit bien que c'est une affaire qui gêne le pouvoir et tout a été fait pour l'empêcher de prospérer. On va y revenir parce qu'on va parler de l'affaire elle-même, mais revenons d'abord sur le principe et sur, je le disais, les juges contre le pouvoir qui osent. C'est relativement rassurant, vous qui, au nom des magistrats, avez souvent dénoncé la mainmise du pouvoir et les relations difficiles du président et des juges quand même. Hein. Depuis 4 ans, on a eu une succession de mises en cause de la magistrature, alors de stigmatisation et de réformes qui sont destinées uniquement à la caporaliser. On a eu la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, alors c'est très technique, mais en réalité, en mettant les magistrats en minorité dans l'organe qui assure les nominations et la discipline, au profit de gens qui sont nommés par le pouvoir, on instille une pression. On a eu ensuite une réforme qui concerne d'ailleurs directement l'affaire Karachi, qui est celle du secret défense. Quand même invraisemblable que soit passée d'ailleurs sans quasi débat ni scandale, une loi qui interdit à des magistrats d'aller dans un certain nombre d'endroits dont la liste est déterminée par le Premier ministre et dont l'accès doit être autorisé préalablement pour des juges, par le ministre de la Défense potentiellement concerné. Il y a une succession de réformes qu'il faut qu'on est très inquiet. Et puis il y a le parquet. Excusez-moi, mais comme journaliste, et on le sait très bien, et quand on a couvert un certain nombre d'affaires de financement des partis politiques, on a vu aussi quelques affaires comme ça qui se sont soldées par des non-lieux et par des non-procès, enfin je veux dire par des fins. Bon, donc... faut-il ne pas chercher? Alors non, mais voilà, évidemment, il faut chercher, et sans doute, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qu'il peut avoir de très sérieux aujourd'hui pour en arriver là? Alors, franchement, au niveau des investigations, on a quand même déjà pu observer qu'il y avait de nombreux éléments qui concordaient dans une seule direction, c'est-à-dire l'entourage de Nicolas Sarkozy, qui, à différents niveaux, pour différentes raisons et à différentes époques, s'est retrouvé au cœur de ventes d'armes, derrière lesquelles plane le soupçon de rétrocommission. C'est-à-dire, c'est très simple, il y a des armes qui ont été vendues sous le gouvernement Balladur à plusieurs pays pour des montants absolument colossaux. Dont une vente au Pakistan.
l'occurrence qui s'appelait le contrat Agosta, et le contrat encore plus important, Sawari 2, des ventes à l'Arabie Saoudite. Et le soupçon très clair, c'est qu'une partie de ces fonds sont en fait revenus en France pour alimenter les caisses de la campagne de M. Balladur. Il y a eu des avancées récentes qui justifient, à mon sens, l'audition de M. Bazir, qui ont montré que M. Bazir, qui s'occupait donc de la campagne de M. Balladur en 1995, avait à son QG, le QG de campagne, un coffre-fort qui regorgeait, les témoins l'ont dit, regorgeait d'espèces en billets neufs, dont la provenance est plus que suspecte, puisqu'il est apparu que l'explication officielle donnée, à savoir que cet argent venait des meetings, ne tenait pas la route, et que par ailleurs la piste des fonds secrets qui avait été évoquée a été démentie par celui qui avait la main mise sur les fonds secrets. Donc si l'argent ne vient pas des meetings ni des fonds secrets, il vient d'où? Le soupçon, c'est qu'il vient des ventes d'armes, et je pense qu'il y a des éléments sérieux pour l'attester. Alors là, il y a évidemment l'affaire et la mise en examen de Ziad Takieddine, intermédiaire dans ces affaires, et qui, en plein divorce, et alors là, il faut reconnaître que le mal vient par les femmes, en l'occurrence, voilà, que les divorces, c'est compliqué, puisque, et dans l'affaire de Ziad Takieddine, son ex-femme apparemment a confié au juge des pièces importantes, des disques durs dans lesquels il y a des informations, des photos, et de la même façon, il semblerait que pour Thierry Gobert, ce serait son ancienne femme qui aurait eu un témoignage accablant. D'après ce qu'on sait, elle aurait rapporté une scène mettant en scène donc justement Thierry Gobert, donc un autre proche de Nicolas Sarkozy, qui est actuellement dans le bureau du juge, qui se serait rendu en Suisse avec Ziad Takieddine pour récupérer de l'argent en espèces, et que cet argent serait revenu en France pour Nicolas Bazir. Donc c'est un élément qu'il faut prendre avec circonspection. Oui, parce que ce sont des témoignages de femmes dans un divorce, c'est quand même à prendre peut-être avec des pincettes. Mais on est tout à fait d'accord, mais je dirais que la caractéristique de ce témoignage, c'est qu'il s'inscrit dans un contexte plus général où il y a déjà beaucoup d'éléments qui vont dans le même sens. Donc ça peut être une sorte de déclenchement pour aller plus loin, pour assister à ce qu'on voit aujourd'hui. De toute façon, ce dossier monte par petits bouts. C'est effectivement d'abord eu l'attentat qui a permis de révéler, grâce au travail de Marc Trévidic, travail relancé par Marc Trévidic, qui avait été quand même un petit peu enterré pendant un certain temps, la découverte d'éléments financiers, et maintenant on va au bout de la piste. Les juges d'instruction, ils tirent la pelote, c'est un peu comme les journalistes d'ailleurs, et puis on va jusqu'où se termine la pelote, et puis si après on tombe effectivement sur des gros poissons entre guillemets, on s'en occupe. Alors évidemment, on commence à parler dans les médias de l'audition éventuelle, Maître Olivier Maurice, du président de la République. Il est clair, ça n'est pas possible constitutionnellement et juridiquement parlant. Voilà, c'est ça. J'avais deux questions. Il y a quand même celle d'Édouard Balladur qui est possible. Absolument. Bien sûr. Mais je pense que qui est ancien Premier ministre, et celle-là, elle est possible. Je pense qu'elle n'est pas seulement possible, elle est probable, elle est même évidente. C'est impossible de ne pas entendre Édouard Balladur. Seulement, dans ces cas-là, les juges d'instruction fonctionnent par strate, on va dire, et ils remontent vers le haut à la fin. Alors on le sait, pour le moment, il a toujours dit « Je n'étais pas au courant, je ne m'occupais pas de ces affaires d'argent, je ne suis au courant de rien ». Autre question, évidemment, le président... Alors, il bénéficie d'un statut particulier d'immunité le temps de son mandat, c'est-à-dire jusqu'en mai 2012, et puis ensuite, nous verrons bien ce qu'il en sera. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a eu ce même débat avec Éric Alphen qui concernait Jacques Chirac à l'époque. La simple audition et convocation avaient été systématiquement refusées. Et ensuite, on a eu une modification constitutionnelle qui, en plus, maintenant, interdit carrément aux magistrats de s'intéresser au président de la République. Sachant que de la même façon, le président Sarkozy dit « Je n'étais que le porte-parole de la campagne, pas le trésorier ». Et que j'étais pas au courant. Alors, il y a cette défense de Nicolas Sarkozy, mais lorsque Olivier Maurice, il y a déjà plus d'un an, déclarait l'avocat des familles des victimes, qui est très actif dans le dossier, déclarait que Nicolas Sarkozy finalement était au cœur de cette affaire, je pense que les faits le confirment de plus en plus. Le titre de notre livre avec Fabrice Arfi, Le Contrat, c'était l'affaire que Sarkozy voudrait oublier, parce que ce que fait mine d'oublier M. Sarkozy, c'est qu'il était effectivement simple porte-parole d'Édouard Balladur, mais il ne faut pas qu'il minimise non plus trop son rôle. Il était en même temps ministre du Budget. Et le ministre du Budget, c'est le ministère clé pour la signature des contrats d'armement. Donc c'est lui qui a donné son aval à la signature des contrats contestés. Et mais on peut signer des contrats sans savoir qu'il y a des rétro-commissions. Pas des commissions, mais peut-être des rétro-commissions. Oui, mais on peut aussi le savoir. Le savoir. Et en tous les cas, le ministre du Budget, il est bien placé pour le savoir. Et je n'ai pas le sentiment que Nicolas Sarkozy soit quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux affaires qu'il traite. S'il y a un reproche qu'on ne peut pas lui faire, c'est celui-là. Qu'est-ce qui risque le juge Van Ruymbeck d'abord, il peut ne pas mettre en examen Nicolas Bazir, il peut ne pas mettre en examen Thierry Gobert. Enfin, voilà, on peut être que juge dans des auditions, dans des voilà. Enfin, à partir du moment où il a fait déférer
Thierry Gobert. Voilà, dans son bureau, on peut penser qu'à tout le moins, il n'a pas fait déférer pour l'entendre comme simple témoin, pour et qu'à tout le le moins, thé, il sera soit mis en examen, soit entendu comme témoin assisté, la procédure se poursuivra. Maintenant, pour la personne même de Renaud Van Ruymbeck, je pense que la meilleure protection pour lui, c'est finalement sa notoriété, l'intégrité que chacun lui reconnaît et sa compétence, parce que je pense que ce sera difficile de le débarquer d'un dossier de cette nature. Quand même, on a plein d'informations, il n'y a pas de violation de secret de l'instruction dans ces cas-là ? Vous savez, la violation du secret de l'instruction, elle est à géométrie variable. Quand elle sert le pouvoir, elle est faite et personne ne cherche. Quand elle dessert le pouvoir, on va chercher jusqu'à aller rechercher les fadettes des journalistes. Voilà, c'est bien d'être défendu par les juges, mais quand même, là, il y a peut-être violation du secret de l'instruction. Oui, juste un point sur Renaud Van Ruymbeck, parce que pour finir sur une note un peu savoureuse, c'est que ce qu'on explique dans Sarkomatue, c'est que Nicolas Sarkozy s'est opposé à toute promotion de Van Ruymbeck parce qu'il voulait lui régler son compte. La conséquence, ça a été que Van Ruymbeck est resté à son poste au pôle financier. Et il en est arrivé là. Et c'est lui qui a récupéré l'affaire de Karachi qui embarrasse le pouvoir. Merci beaucoup. Restez avec nous après le journal, notre face-à-face entre Éric Brunet et Clémentine Autain. À tout de suite.